journal. Merci de nous rejoindre aux 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, fin de formation de 99 des 100 élèves de l'École nationale de l'administration ENA. La session porte le nom du prophète Simon Kimbangu. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, a dit son attachement au rajeunissement de l'administration publique de la République démocratique du Congo. La RDC, l'un des plus grands producteurs de l'or, veut tirer le meilleur profit de l'exploitation de ce minerai. Les débats ont été lancés aujourd'hui à l'ouverture des travaux de la première journée nationale de l'or. Tous les acteurs du secteur aurifère sont à Kinshasa pour faire un état des lieux. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Rajeunissement compétitif et qualitatif de l'administration publique. Le président de la République reste attaché à ce programme. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo invite le gouvernement à poursuivre le programme de mise à la retraite pour créer des postes vacants. Des propos tenus aujourd'hui à la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la promotion Simon Kimbangu. L'ambiance était particulière au Fleuve Congo Hotel lors de cette session académique. Une cérémonie couplée à laquelle a assisté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout a commencé par une photo souvenir avec les lauréats, alors qu'à l'auditorium du Fleuve Congo Hotel, la mise en place était terminée. Il s'agissait de la cérémonie de clôture de la 8e session Simon Kimbangu et d'ouverture de la 9e édition de l'École nationale d'administration. Dans son mot, Edi Mouika, DG de l'ENA, a souligné que sur 100 élèves qui ont été retenus sur base d'un concours, 99 ont terminé leurs 12 mois de formation et tous sont représentatifs de 26 provinces de la RDC. Quelques travaux de recherche réalisés par les lauréats ont été présentés et remis par la suite au président de la République. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a loué l'engagement du chef de l'État de porter haut l'éducation en RDC. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État, votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Après ces discours très applaudis par l'auditoire, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des diplômes aux lauréats. Invité pour son mot, Félix-Antoine Tshisekedi a dit sa satisfaction. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de postes, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. ENA est un établissement public sous tutelle du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services de l'État. L'État a investi en nous, c'est à nous de faire preuve de la qualité de notre formation. Plusieurs lauréats se sont sentis interpellés par le discours du chef de l'État. Je vous propose de les écouter. Le discours du président de la République est un discours de réconfort, puisqu'il nous l'a dit haut et fort, il croit en la jeunesse. Il croit à cette administration de qualité, au service du peuple avec toute égalité. Et c'est en ces mots qu'il va conclure en disant « Ne décevez pas la République ». Ça veut dire la tâche est grande et nous sommes là pour travailler pour la nation. Avec intégrité, compétence et patriotisme,
Telle est notre devise de l'École nationale d'administration. Ce qui m'a le plus attiré, d'abord, il y a 2 points. Le premier, c'est la volonté réitérée du chef de l'État dans la mise en œuvre du renforcement des capacités des agents des carrières des services publics de l'État. Mais aussi, nous avons senti la volonté qu'incarne le chef de l'État pour faire de la jeunesse une jeunesse qui est compétente, une jeunesse qui participe à l'avancement du pays à travers l'administration publique. Et par là, nous nous sommes sentis interpellés. En tant qu'énarque et administrateur civil, nous avons été formés, l'État a investi en nous et c'est maintenant à notre tour d'être responsable et de servir l'État, d'accomplir notre devoir en tant que bons citoyens. Le discours du chef de l'État, c'était un discours plein d'émotions, c'est un discours plein d'engagement aussi en notre faveur. C'est un discours de réconfort pour nous. Après ce temps de formation, ce temps où nous nous sommes donnés corps et âme pour apprendre. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans l'administration publique tête haute pour pouvoir servir l'État. Nous le rêvons. En tout cas, le discours du chef de l'État a été un discours de rappel, un discours de témoignage de confiance. Il a dit clairement qu'il avait confiance en nous et nous avons beaucoup pris ça avec beaucoup de considération et nous pensons que nous n'allons pas décevoir la République. Voilà. D'autres détails sur cette cérémonie, vous allez les retrouver dans une page magazine qui vous sera proposée à la fin de ce journal. La loi de finances exercice 2024 a été adoptée à l'Assemblée nationale. 40 milliards de francs congolais, c'est la hauteur de cette enveloppe. 350 députés nationaux ont voté pour. Le texte est renvoyé au Sénat avant sa promulgation par le chef de l'État, une dépêche de Sylvie Moyembo. Les mots qui rongent le secteur de la justice en RDC, une loi organique portant statut des magistrats durcit les conditions d'accession au métier pour tenter de s'attaquer à ces problèmes. Cette loi organique de 2006 a été amendée à la Chambre basse du Parlement. Reportage de Sylvie Moembo Kitoko Aloma. Inscrit à l'ordre du jour de la plénière du lundi 23 octobre 2023 qui conduisait le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga. S'agissant de la proposition de loi organique modifiant la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut de magistrat, examiné en seconde lecture par la représentation nationale après le Sénat, a été renvoyé à la commission politique, administrative et juridique pour enrichissement avant son adoption en plénière. Cette loi vise à éradiquer le mot qui ronge la justice de la RDC en renforçant en amont les conditions d'accès à la profession des magistrats et les pouvoirs de constatation des fautes disciplinaires. La seconde, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce est revenue à la plénière après son adoption à la commission politique, administrative et juridique. Le rapport de cette commission présenté en plénière a été déclaré recevable avec quelques innovations, notamment la réduction de délai de procédure, la précision d'une infraction économique et sociale, etc. La commission PAJ dispose de quelques jours pour examiner les amendements que les élus nationaux déposeront. Et enfin, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle en RDC a été aussi déclarée recevable par la représentation nationale. Dans la présentation de l'économie générale, l'auteur de la proposition de loi, le député national Jacques Joly, a démontré l'importance du dit texte qui prend en charge la problématique des droits. Le fonctionnement d'une commune, le rôle des candidats communaux. En novembre prochain, le Centre international pour la promotion de l'Afrique compte organiser à Kinshasa une conférence sur ces deux aspects précités. Le sujet a été évoqué au cours d'une séance de travail autour du président du Sénat, Sandra Nyangita Bogelor Kimpianga Denis Kongi. La décentralisation, le processus électoral et la tenue au mois de novembre prochain à Kinshasa de la conférence sur la commune décentralisée, autant de sujets évoqués au cours de cette entrevue que le président du Sénat, Modeste Bahati, a eu avec une délégation des échevins de la commune de Saint-Gilles de Belgique.
conduite par Nicole Kapoupa, secrétaire générale du Centre international pour la promotion de l'Afrique. Cette délégation a été informée par le speaker de la Chambre haute du Parlement de l'importance que le Sénat accorde à la décentralisation, car étant lui-même l'émanation des provinces. C'est dans ce cadre que le Sénat examine au cours de la session la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Nicole Kapoupa a souligné par ailleurs que cette conférence aura pour objectif de former des candidats communaux sur leur rôle et le fonctionnement d'une commune décentralisée. La commune de Saint-Gilles, avec qui nous sommes en partenariat, dans le cadre de la décentralisation, parce que nous organisons déjà une conférence que nous projetons au mois de novembre ici à Kinshasa sur la commune décentralisée. L'objectif est clair. Le Centre international pour la promotion de l'Afrique, en partenariat avec le ministère de la décentralisation, va organiser ces conférences pour informer les communaux, leur rôle, à échanger avec les gens qui ont déjà cette expérience et surtout donner des notions à nos communaux, à nos futurs bourgmestres. Il faut noter que la commune de Saint-Gilles en Belgique est en partenariat avec la commune de Kinshasa. Et le Centre international pour la promotion de l'Afrique, lui, travaille en collaboration avec le ministère de la décentralisation pour la formation continue des cadres de la décentralisation. Dans à peu près 5 jours, nous connaîtrons le nom du nouveau président de l'Union interparlementaire. Cette élection aura lieu au cours des travaux de la 147e Assemblée de l'Union parlementaire, travaux placés sous le thème « Action pour la paix, la justice et l'efficacité des institutions ». La délégation des parlementaires de la RDC est conduite à ces travaux par l'honorable André Mbata. Reportage de Robert Ndaichi Sensé. Les travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire ont été ouverts ce lundi 23 octobre 2023 par le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, en présence de plusieurs parlementaires venus du monde entier et des délégations des pays en guerre ou en situation de conflit. Cette 147e Assemblée de l'Union interparlementaire donne l'occasion aux organisations partenaires et aux experts une tribune pour partager leurs bonnes pratiques et s'engager en faveur de la paix et de la justice. Le président Joao Lourenço s'est félicité à l'ouverture des travaux lors de son discours d'orientation pour la tenue dans son pays de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. La question de la guerre au Moyen-Orient a dominé le débat dans le discours d'ouverture. Le comité de l'Union interparlementaire examinera le fait nouveau survenu et cherchera une voie vers la paix dans la région. À leur arrivée à Luanda, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betokomesu, ont salué l'excellence des relations entre les deux parlements avant de promettre de poursuivre cette collaboration dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Les travaux en plénière démarrent avec la commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme qui va élaborer une résolution sur le rôle du Parlement dans la lutte contre la traite d'enfants dans les orphelinats, suivi de l'élection du bureau de la commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme. La RDC sera bientôt dotée d'un plan d'action opérationnel du Fonds de régulation de l'économie. Des travaux ont été lancés aujourd'hui à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Le reportage de Anim Balaka. Le choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent que les attentes des membres du comité de gestion du FOREC. La richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie. C'est en ces termes que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a procédé à l'ouverture de cet atelier de 3 jours organisé au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement du 24 au 26 octobre 2023. Ces travaux visent l'élaboration du plan d'action opérationnel FOREC 2023-2024
Le Fonds de régulation de l'économie a pour rôle d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle. Il sert à identifier sur le marché les produits qui sont menacés de pénurie et qui connaissent une distorsion des prix. Il se charge de déterminer les modalités d'intervention pour réguler la crise et intervenir pour que les produits concernés soient vendus. En tant que président du comité de gestion du Forec, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, désire de mettre en œuvre des activités de cette structure dans le but de stimuler à la fois la production locale des denrées en situation de pénurie et de soutenir des producteurs, fournisseurs ou d'autres opérateurs économiques pour pouvoir établir les équilibres du marché. Je l'ai dit à l'entame, la RDC, l'un des plus grands producteurs de l'or, veut tirer le meilleur profit de l'exploitation de ce minerai. Les débats ont été lancés aujourd'hui à l'ouverture des travaux de la toute première journée nationale de l'or. Les détails avec Eugénie Dada-Chabani. La journée mondiale de l'or était célébrée à travers la première édition des forums Wolo sous le thème « L'or, pilier structurant du développement de la République démocratique du Congo ». L'ouverture de ces assises organisées par la Chambre des mines et le comité d'organisation du forum Wolo sous le patronage du ministère des Mines était ouvert par le vice-ministre des Mines Godard Motemona. Ce tout premier forum de haut niveau sur l'exploitation de l'or s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du secteur minier, plus précisément dans l'exploitation de la filière aurifère. Une opportunité pour les acteurs intervenant dans l'exploitation de l'or de réfléchir sur la redynamisation des activités de l'exploitation de l'or en RDC pour que cette filière aurifère contribue efficacement au développement du pays. Le vice-ministre Godard Motemona n'a pas manqué de souligner les efforts de son ministère pour l'accroissement de la production de l'or artisanal en RDC et ce pour se conformer à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons des entreprises d'exploitation d'or industriel à l'exemple du Kiba Nicole, dont les statistiques de production classent la République démocratique du Congo parmi les plus grands producteurs de l'or dans le monde. Et une entreprise d'or, d'exploitation d'or artisanale, lumière à Paul, atteignant aujourd'hui un total remarquable d'exportation de 475 kg d'or en septembre 2023. Approuvé depuis 2021 pour soutenir le programme du gouvernement de la RDC. La 5e revue du programme triennal existe depuis 3 ans. Ce sujet a été débattu au cours des échanges que la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a eu avec une délégation des experts du Fonds monétaire international en séjour à Kinshasa. Willy Atunakov. Les renforcements de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international FMI dans les secteurs de l'emploi et les questions relatives au travail décent, à l'emploi des jeunes, à la protection sociale et à la prévoyance sociale, notamment le projet de la prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né, impulsé par le chef de l'État, ont été évoqués au cours d'une séance de travail enrichissante que la ministre Claudine Ndoussi Mwakembe a eu lundi 23 octobre 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe avec une délégation d'experts de cette institution de Bretton Woods conduite par son représentant en RDC, Gabriel Leost. Nous sommes ici dans le cadre de la 5e revue du programme triennal qui avait été approuvé en 2021 par le Fonds monétaire pour soutenir le programme des autorités. Il a été question des développements, des récents développements et perspectives dans le domaine de l'emploi. Donc la ministre et ses équipes nous ont présenté leurs réformes qui ont été réalisées et puis les perspectives. Les dirigeants des établissements publics et structures placées sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale ont également pris une part active à ces échanges fructueux tels que l'inspecteur général du travail, le directeur général de l'Office national de l'emploi, ONEM, le directeur général du Fonds de solidarité de santé, le directeur général et directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, ainsi que quelques membres de son cabinet.
À quelles conditions accède-t-on à la profession de journaliste? La loi Mouyaya innove pour protéger ce corps de métier. L'UNPC prépare le prochain congrès. Annonce faite par Jean-Marie Kassamba, président provincial de cet organe, à l'issue d'une séance de travail à notre rédaction, venue solliciter de la RTNC la vulgarisation des textes réglementaires de la profession. Détail Emmanuela Commissaire Moukatoum. Ce document de plus de 200 pages contient le texte légaux et réglementaire de la presse congolaise. Ce mardi, le président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, accompagné de son équipe, l'a présenté aux journalistes de la radio-télévision nationale congolaise. Objectif, vulgariser ces textes que regorge le règlement d'ordre intérieur des journalistes de la RDC, les manuels de procédure administrative, les directives du CESAC et l'ordonnance loi portant statut de journaliste en RDC. Une séance de travail à laquelle a pris part le directeur général adjoint de la RTNC, Joseph Adolphe Voto, qui représentait le directeur général empêché. L'UNPC, qui est le cadre fédérateur de tous les journalistes de la RDC, a désormais de nouveaux textes sur base de la nouvelle loi Mouyaya, prépare en ce moment le prochain congrès extraordinaire qui va permettre à notre métier de définir les textes légaux, les conditions d'accès à ces métiers, mais aussi la manière de corriger s'il y a des écarts éventuels. Donc nous sommes venus ici, en commençant par la maison mère, rencontrer toute la rédaction. Vous savez, la RTNC, c'est la grande maison. Ce moment a permis des échanges entre le président de l'UNPC et les journalistes des informations télévisées pour plus d'éclairage. Satisfait, le directeur des informations télévisées, Joseph Oscar Mbalkaïj, promet d'en faire large écho. Grand de notre joie de recevoir la section de l'UNPC Kinshasa, que dirige Jean-Marie Kassamba. Et notre travail, présentement, sera celui de vulgariser ces textes à la base. Et si les journalistes, les professionnels des médias travaillent dans le respect justement de ces textes, je ne pense pas que vous apprendrez qu'un journaliste est interpellé. Les journalistes de la RTNC sont appelés à travailler dans le respect des règles de l'art, surtout en cette période préélectorale. Le secteur du tourisme connaît une croissance significative. Des avancées ont été présentées au cours de la conférence annuelle sur le budget session 2024. Je vous laisse découvrir ces progrès chiffrés dans ce reportage signé Diane Balaka. Pendant 5 jours, le représentant de l'Office national du tourisme, ONT, en l'occurrence de la directrice générale, Madame Yombo Mukendi Joly, ainsi que le directeur financier David Mingaminga et les cadres de l'ONT basés à Kinshasa se sont rassemblés en visioconférence avec ceux de province pour discuter des données financières de l'année écoulée, ainsi que de prévisions pour l'année 2024 à venir. Madame, le directeur général de l'ONT, Joly Yombo Mukendi, a ouvert ses assises en ces termes. Qu'il nous soit permis avant toute chose de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier tous d'avoir accepté de prendre part à ces assises. L'Office national du tourisme, à l'instar de tous les établissements publics, élabore chaque année, et ce conformément aux textes légaux et réglementaires, les prévisions budgétaires en fonction des objectifs lui assignés par la loi. Les experts ont recommandé la mise en place des processus de gestion financière plus rigoureux pour éviter des pertes. La visioconférence s'est ensuite penchée sur le budget 2024 qui prévoit des investissements plus ciblés et plus réfléchis. Les 5 aéroports internationaux dont dispose la RDC, le processus de certification va démarrer sous peu. En prévision de cette démarche, les acteurs du secteur de l'aviation civile sont en atelier de familiarisation du dit processus. Yvette Makuntima. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite depuis lundi 23 octobre 2023 une session de familiarisation sur les processus de certification des aérodromes en Afrique occidentale et centrale. En partenariat avec les bureaux de l'Organisation de l'aviation civile internationale Dakar, les experts des administrations africaines sœurs, notamment l'aviation civile sénégalaise, camerounaise et du Burkina Faso, ceux de la Régie des voies aériennes de la République démocratique du Congo
l'ORVA et les experts de l'autorité de l'aviation civile de la RDC vont pendant 5 jours, soit du 23 au 27 octobre 2023, débattre sur l'état des lieux du processus de certification et les partages d'expériences de bonnes pratiques réalisées. Dans son allocution, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile RDC est revenu sur l'importance que revêtent ces assises en vue de démarrer le processus de certification des 5 aéroports internationaux de la RDC. L'objectif stratégique de cet atelier est de fournir aux experts des outils et les orientations nécessaires à la conduite de l'ensemble du processus de certification des aérodromes internationaux. Par ailleurs, la certification revêt un caractère central, d'autant plus qu'elle améliore les niveaux de sécurité d'un aéroport et contribue à l'amélioration du taux de conformité du programme universel d'audit de supervision de la sécurité de l'État. Les nouvelles venues fraîchement du front, les FRDC dénoncent les tirs au mortier perpétrés par le M23 RDF et ont conduit aujourd'hui mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. En effet, après avoir fait face à la détermination des FRDC dans la matinée de ce même jour où ils ont attaqué une de nos positions, le M23 RDF ont orienté leurs tirs au mortier dans les positions avancées de l'EACRF avec comme objectif, poursuit ce communiqué, accuser les FRDC d'être auteurs des 10 tirs et s'attaquer ainsi et s'attirer ainsi les bonnes grâces et la sympathie de la force régionale en créant bien évidemment une mésentente entre cette dernière et les forces loyalistes de la République démocratique du Congo. Au regard de ce qui précède, les FRDC dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert de M23 qui s'attaque désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'est, dans l'est de la République démocratique du Congo sur instruction des chefs d'État de l'EAC. Les forces armées de la République démocratique du Congo présentent à cet effet ses condoléances à la force régionale de l'EAC et réitère son engagement à respecter les accords des chefs d'État issus des accords de Luanda et de Nairobi. Ce communiqué venu du Nord Kivu est signé par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. À Bunia, les routes relient plusieurs quartiers. Des travaux de la voirie changent le visage de cette ville de la province de l'Ituri. Plusieurs ouvrages d'intérêt communautaire sont érigés et forcent l'administration de la population. Junior Selemani. Le militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, a effectué une mission d'inspection des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Bunia. C'est lundi 23 octobre 2023. Objectif palpé du doigt, l'évolution de ces travaux d'asphaltage du tronçon accès Aner vers la mairie ainsi que la construction du pont anglais. Abandonné il y a plus de 10 ans, aujourd'hui, cet ouvrage qui relie le quartier Salongo et Lumumba vient de subir une transformation intégrale comme jamais auparavant sous les personnes du premier citoyen de la province. Accompagné du directeur général de l'entreprise Mogabaon Eli Akilimali qui exécute ses travaux, le lieutenant général Luboyanka Johnny a été ovationné de chant par la population de ces quartiers. C'est un offre de soulagement pour la population locale. Depuis l'avènement du gouverneur Luboya à la tête de la province de l'Ituri, plusieurs chantiers de construction sont visibles à Bunia. Après une marche pédestre d'au moins 500 mètres, le patron de l'administration militaire s'est livré à la presse. Pour, n'est-ce pas, protéger toutes ces maisons, protéger ce quartier, il fallait refaire ce pont ici.
Et donc nous nous sommes vraiment engagés ensemble avec le commandant suprême. Il faut montrer la présence de l'État. Il s'y est de signaler que depuis la restauration de l'état de siège, plus de 10 km des routes sont déjà asphaltées. Plusieurs édifices publics de l'État ont été réhabilités. On note également la construction d'une tribune moderne de paix à Komanda, l'agrandissement et la modernisation de l'aéroport Morongo de Bunia. Toute la population est appelée à faire confiance aux autorités politico-militaires du pays pour l'émergence de la province. Un soutien de plus à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à sa propre succession. Les cadres combattants du parti présidentiel UDPS au Grand Kivu et au Katanga se sont exprimés. On les écoute au micro de Alain Bikaï. Nous, combattants et cadres du parti, ressortissants du Grand Kivu et du Grand Katanga, vivant à Kinshasa, après avoir mûrement réfléchi sur la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays en général et celle du Grand Kivu en particulier, avons pris conscience des enjeux de l'ère et des défis énormes qui les sous-tendent. Notre attention a été particulièrement retenue sur la question de l'insécurité et de ses horribles effets collatéraux sur l'ensemble de la population congolaise ainsi que du contexte électoral. Saluons cette volonté farouche manifestée par les jeunes d'en découdre définitivement avec l'ennemi et la hargne que manifestent nos frères et sœurs contre ces agresseurs et ses complices qui sont pour nous un motif d'encourager et de soutenir ce vaillant peuple du Grand Kivu qui vient de prendre son destin en main. C'est donc sans faux fuyant que nous félicitons et encourageons et rendons hommage à nos irréductibles compatriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, sont à la rescousse de la patrie en danger. Les sacrifices qu'ils consentent, les dons de soi qui les caractérisent, a forcé le respect et l'estime de tout Congolais. C'est ici le lieu de rendre hommage au premier citoyen des Congolais, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui par son appel à la mobilisation nationale pour la défense, l'intégrité du territoire national, a boosté les sentiments du patriotisme jusqu'au niveau du sacrifice suprême. On termine par la situation humanitaire en République démocratique du Congo. La Chine veut aider le Congo dans la lutte contre la crise humanitaire. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a dit au ministre Modeste Mutinga des Affaires sociales, Jean-Pierre Ndolo-Demasson. Faire le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo et renforcer la coopération entre Kinshasa et Pékin était au centre des échanges que Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a eu avec M. Zhao Bin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC, qui en livrait la substance. Il s'agit également d'une visite de repérage. Donc de repérer, donc cet entretien nous permet de repérer les domaines dans lesquels nous pouvons poursuivre nos efforts de coopération en matière sociale et humanitaire. Donc ça va nous permettre d'approfondir notre coopération et nous espérons, toutes nos deux parties, de faire des réalisations concrètes dans un bref délai. Le ministre Mutinga a de sa part transmis aux diplomates chinois les remerciements du gouvernement congolais pour l'aide humanitaire dont a bénéficié jusqu'ici la RDC pour soulager les sinistrés de la partie est du pays, tout en sollicitant encore l'accroissement de cette aide humanitaire de la Chine. L'ambassadeur chinois a promis de l'aide humanitaire pour améliorer les conditions de vie des sinistrés et aider d'autres pour regagner leur milieu de vie respectif. Un événement célébré aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la poliomyélite. Un plan de renforcement complet pour mettre fin à cette maladie dans les continents africains est en élaboration.
La poliomyélite, une maladie virale hautement contagieuse, représente une menace importante pour la santé. L'éradication de cette maladie à l'échelle mondiale s'est heurtée à de nombreux défis. L'élimination du poliovirus sauvage entraînerait des milliards de dollars d'économies et une augmentation de la productivité économique grâce à l'incapacité liée à la polio. C'est dans ce cadre que les centres africains de contrôle et de prévention de maladies s'engagent à réunir une grande expertise des États membres de l'Union africaine. Pendant 3 jours, les points focaux polio représentants des États membres de l'Union africaine partagent leurs expériences, les meilleures pratiques et les défis liés à l'éradication de ce mal dans les États membres. Dr Kokou Alino nous fait le point. Comment faire pour que d'ici peu, nous puissions atteindre notre objectif, qui est l'objectif mondial, qui est de éradiquer la poliomyélite. Africa CDC, l'objectif premier, c'est la coordination. La coordination de la surveillance de la poliomyélite au niveau continental. Et donc, cette coordination, c'est de voir avec nos partenaires qui fait quoi, où et comment mettre les efforts ensemble pour que nous puissions avoir une surveillance efficace. Et c'est pour ça que l'Union africaine a mis sur pied, a développé ce programme de surveillance fondé sur les événements. Les centres africains de contrôle et de prévention de maladies ont mis au point un système de surveillance basé sur les événements qui servent de guide aux instituts de santé publique des États membres de l'Union africaine. Vous habitez Kinshasa, vous avez un véhicule, cette annonce peut vous concerner. Subsidiairement au communiqué officiel du 28 juillet 2023, prorogeant la campagne du recouvrement volontaire de la vignette exercice 2021, 2022, 2023 jusqu'au 31 août 2023. La DGRK informe les personnes physiques et morales assujetties à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière que la campagne du recouvrement forcé débutera le vendredi 27 octobre 2023 et ce sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. À cet effet, elle invite tous les propriétaires des véhicules automoteurs, automobiles, motocycles, remorques et semi-remorques, véhicules, tracteurs, bateaux et autres embarcations remorquées de s'acquitter de leurs obligations fiscales pour éviter les pénalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. C'est signé Eddy Mfumumpoko Mosimpo. L'actualité, ce journal est terminé. Retrouvez l'actualité à 23h avec Anita Luamba. Je reviens demain à 20h.